Et on parle maintenant de générations qui pourraient changer le monde en compagnie de Flora Guevalli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'innovation écologique et sociale Coalition et vous êtes l'auteur de Ma génération va changer le monde. C'est aux éditions de l'Aube. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre génération va changer le monde ? Alors, je pense que ma génération, comme l'avait très bien théorisé Frantz Fanon, va, comme toutes les générations, accomplir sa mission puis la trahir. Ouais. Je trouve cette citation assez légère, elle permet quand même de remettre en contexte. Mais je pense que ma génération, comme les autres avant, a ses traits de caractère, ses traits de personnalité et au premier chef desquels, l'idée d'être conscientisée, l'idée d'être un peu au courant des injustices sociales, des injustices climatiques, de l'urgence sociale et climatique. Et aussi de prôner un peu un droit à la différence, un droit à l'authenticité qui n'est pas encore très prégnant dans les entreprises, notamment dans les grands groupes. Et donc je pense qu'en ça, elle va changer le monde parce qu'elle va affirmer sa personnalité, affirmer son authenticité. Et surtout, j'ai écrit ce livre pour... un peu changer le regard qu'on peut avoir sur ma génération, qu'on décrit souvent comme abstentionniste, désabusée. Moi, j'essaye de dire tout l'inverse, de dire au contraire, oui, peut-être qu'elle se détourne des urnes, mais peut-être que la politique a ses limites, en fait. Et pour le coup, elle est très proactive dans son quotidien, dans sa façon de consommer et de choisir son job, notamment. Mais... elle est très ambivalente, en fait, votre génération, parce qu'effectivement, elle est très abstentionniste. Enfin, je pense que les faits le prouvent. Elle est effectivement très engagée pour le climat, on le voit lors des manifs notamment, et en même temps, elle est très auto-centrée, c'est la génération selfie, réseaux sociaux. Comment vous expliquez ça ? Oui, alors il y a un concept qui a bien été théorisé. Déjà, il n'y a pas une génération, il y a plein de diversité. Et moi, je m'érige pas du tout en porte-parole de quiconque à part moi-même. Ça, que ce soit clair. Mais après, il y a un concept que j'aime bien, c'est il y a la génération Mi, donc comme moi, qui est du coup que le digital égocentre. Et il y a la génération Oui, donc nous, que le digital, dont le digital ouvre l'esprit. Et je trouve que c'est une dichotomie qui est intéressante. C'est vrai que le digital apporte les deux. Et évidemment, il apporte le pire et le meilleur, même si je pense pas que ni l'un ni l'autre ne soit le pire et le meilleur. Mais c'est sûr que ça apporte une variété de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la génération Oui. Et c'est cette génération qui, parfois en quelques clics, a le pouvoir d'influencer des énormes communautés d'abonnés, qui a le pouvoir d'entreprendre. Aujourd'hui, pour créer une boîte, il faut 2 heures et un ordinateur, et qui a le pouvoir de changer le monde, en fait, à son échelle. Il reste à savoir, dans cette génération, quelle proportion il y a de oui et quelle proportion il y a de mi, en fait. Ouais, alors ça, je sais pas, j'ai pas l'info. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle soit dans le oui ou dans le mi, parce que même celle qui est dans le mi, elle prône finalement une forme de bien-être, de développement personnel. Elle aspire, cette génération, donc oui ou mi, elle aspire, je pense, en tout cas, c'est ce que j'essaye de démontrer, à une vie plus sincère, plus authentique. Par exemple, le bleu de travail qu'on porte en entreprise, à savoir d'avoir un costume cravate ou une tenue un peu bleu marine, ça va pas marcher, quoi. Ça va plus marcher longtemps. Et moi, avec mon agence dont on va sûrement parler, on travaille avec les grands groupes et on essaye notamment de décrypter un peu cette génération parce que la réalité du terrain, c'est que ce qu'on appelle les marques employeurs dans les entreprises, donc ceux qui investissent en fait pour recruter des jeunes talents, n'arrivent plus à accomplir leurs objectifs depuis quelques années. Et ça va en s'amplifiant avec la crise du Covid. Mais pourquoi, selon vous, ils n'arrivent plus à remplir leurs objectifs ? Parce qu'effectivement, on voit bien que cette génération-là, elle a du mal à rentrer dans les codes des entreprises actuelles. Est-ce que c'est aux entreprises de s'adapter ou c'est à votre génération de faire un peu l'effort ? Non, alors... Je pense pas qu'il y ait de réponse aussi directe, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les grands groupes, s'ils veulent recruter, ils vont devoir s'adapter parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des offres qui sont très différentes quand il y a la vie en start-up, quand il y a la vie du freelance. Par exemple, le freelance, il y a 20 ans, c'était quelque chose qui était mal vu. C'est un peu, il a pas trouvé de boulot, donc il est freelance. Aujourd'hui, au contraire, c'est quelque chose de génial qui est de dire, en fait, je gagne super bien ma vie pendant 3 semaines et après, je pars en vacances pendant 1 mois et après, je regagne très bien ma vie pendant 2 semaines et après, je repars. Alors évidemment, tout ça s'adresse à une génération diplômée et qui a un peu le choix. Évidemment, il faut remettre les choses en perspective. C'est pas tout le monde qui a le luxe et le choix de choisir son emploi. Il n'empêche que les entreprises ont 2 problèmes, je dirais. Souvent un problème culturel, c'est que en fait culturellement, ça répond à des codes qui sont assez obsolètes et pas vraiment en phase avec le monde actuel. Donc en fait, on prend un job et après on sent tellement de différence entre sa vie
privée et sa vie professionnelle que ça matche pas. Ça matche pas et ça fait des pertes de sens, des crises existentielles. Ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que notamment sur la question des grands groupes, c'est des entreprises très hiérarchiques, verticales, où chacun fonctionne en silo dans sa petite entité. Et donc, on n'a aucune idée de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, c'est plus possible. De ne pas comprendre le sens global de son action et de l'action collective de son entreprise, évidemment que tout seul, on n'a pas les clés pour tout faire, mais de ne pas comprendre le sens global, c'est quelque chose qui crée des ruptures avec les jeunes générations, mais même en fait avec tous les salariés. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas encore réussi à le conscientiser et à changer de vie. La raison d'être, les entreprises à mission, tout ça, ça peut changer le regard des jeunes sur les grandes entreprises notamment? Alors la raison d'être, c'est une très bonne chose parce que déjà pour une raison juridique, c'est que donc ça a été voté avec la loi Pacte qui est passée en 2017 et c'était la première fois qu'on définissait très clairement l'entreprise et le rôle de l'entreprise dans le code civil. Donc je pense que déjà c'est un grand progrès de savoir de quoi on parle quand on parle d'une entreprise et notamment d'une entreprise à mission, donc une entreprise qui a défini sa raison d'être et qui a fait tout ce travail-là. Après, attention, parce que quand un COMEX affiche une raison d'être mais que dans l'entreprise il y a 100 000 salariés qui ne sont pas au courant, attention, on parle maintenant de raison d'être washing, de mission washing. Comme on a pu parler de greenwashing. Comme on a pu parler de greenwashing. En fait, tout ça, pas besoin de mettre des termes anglais sur tous les mots et tous les concepts. Mais ce qui est vrai, c'est que le sens, il se retrouve dans le quotidien et il se retrouve pas sur des grands affichages. J'avais vu un témoignage qui m'avait beaucoup plu. C'était une personne d'une trentaine d'années qui arrivait dans une nouvelle entreprise et on lui mettait sur son bureau à son arrivée un petit écriteau avec les valeurs de l'entreprise affichées en gros. Donc 3 grandes valeurs, créativité, innovation, talent, je sais pas ce que c'était. Et donc, il garde ça sur son bureau parce qu'on lui a posé là, donc ça reste là. Et en fait, au bout de 6 mois, il dit, mais tous les jours, on me les mettait devant les yeux. Et donc, c'était encore plus insupportable. C'était tellement pas aligné que c'était encore plus insupportable que si on me les avait pas affichés frontalement. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que, en fait, les grandes entreprises qui font des grands discours, ça n'a que l'effet inverse comme conséquence. Ça n'a que comme effet de faire monter la défiance des consommateurs, des collaborateurs, de la société de manière générale et même des médias, des parties prenantes de l'entreprise. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de grandes entreprises qui sont sincères et qui font tout à fait les démarches et dont la transformation est réelle. Il y a des patrons sincères qui se font virer parfois. Vous parlez d'Emmanuel Faber. Ouais, par exemple. Mais il y a quelques patrons sincères qui se font virer. Il y a quelques patrons qui ont une part d'eux qui est sincère, mais qui ont d'autres objectifs de gouvernance auxquels ils doivent répondre. Évidemment que dans toutes les entreprises, il y a des gens bien, formidables. Et nous, on nous demande souvent avec Coalition, c'est qui nos clients, à qui on s'adresse. Et on dit, alors, c'est pas forcément un poste, c'est pas que des DRH, des directeurs RSE, des DIRCOM, des directeurs affaires publiques ou des CEO. C'est plutôt ce qu'on appelle les introvateurs. Donc, les introvateurs, c'est un concept un peu... le mot est un peu fumeux, ça vient de la Harvard Business Review, il est un peu compliqué à comprendre. Mais le concept d'introvateur, c'est très simple. C'est quelqu'un qui a 2 compétences fondamentales. La première, c'est d'avoir une conscience écologique et sociale forte. C'est de se dire vraiment, il y a un problème et je vais le résoudre. Et la deuxième, c'est d'avoir une espèce de leadership un peu inné, une espèce de talent à embarquer les autres. Donc, c'est pas forcément un décideur dans l'entreprise, pas forcément le big boss, mais c'est quelqu'un qui sait se dire, attendez, ce que je vois autour de moi, c'est pas bien. Il y a un truc qui va pas. Il faut que j'avance sur un sujet de société, un sujet écologique, un sujet de gouvernance. Est-ce que vous pensez que finalement, la place des entreprises aujourd'hui, c'est de prendre la place des politiques et que c'est à elles de changer le monde ? Je pense qu'on doit tous ensemble se mettre à la tâche, donc les politiques aussi, et notamment les élus locaux qui ont un rôle vraiment d'accompagnement très terrain que je trouve hyper intéressant. Mais oui, moi, pour mon expérience personnelle, je viens de la politique. Et en fait, vous avez travaillé avec François Hollande, c'est ça ? J'ai travaillé à l'Élysée pendant 2 ans, puis dans une fondation qui s'appelle La France s'engage et qui mettait en lien des grands groupes et des innovations écologiques et sociales pour permettre des financements de ces innovations. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le monde de la grande entreprise via cette fondation où j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs acteurs du CAC 40 à des niveaux de CEO directement, je voyais vraiment carrément les CEO des meilleurs, des plus grands groupes du CAC venir siéger au conseil d'administration, par exemple. Quand j'ai découvert ça, Vous avez perdu le fil. J'ai perdu le fil.
Vous étiez en train de me raconter. Ouais, j'étais en train de repenser à ces moments où j'animais des conseils d'administration de CEO et c'était impressionnant. Ma question était, est-ce que les entreprises doivent remplacer les politiques? Vous me disiez que tout le monde devait s'y mettre. Quand j'ai rencontré ces fameux CEO, je me suis rendu compte que dans la grande entreprise, non seulement il y avait du pouvoir, mais aussi il y avait de l'argent. Et aussi, il y avait de l'agilité. Et dans l'État, c'est pas toujours le cas. Et donc, je me suis dit, c'est formidable, en fait. Ces gens-là, ils ont envie. Et au-delà de l'envie, ils comprennent qu'ils ont intérêt à le faire. Parce que moi, je veux pas convaincre les gens par supplément d'âme à s'engager sur des enjeux écologiques et sociaux. J'ai envie de les convaincre pour des raisons stratégiques, pour des raisons de développement business, mais pas que. Et ils se rendaient bien compte qu'ils avaient cet intérêt, cette envie, cette agilité, ce pouvoir, cet argent. Et en fait, moi, en tout cas, mon expérience personnelle m'a montré que j'ai réussi parfois beaucoup plus avec des patrons qu'avec des organes publics, politiques. Et aujourd'hui, les jeunes qui créent leur entreprise, ils prennent déjà en fait en compte tous ces enjeux-là. Elles sont un peu RSE by design, nos startups aujourd'hui. Alors, pas toutes. En grande. Si on regarde le Next 40... ils sont pas du tout RSE by design, ils sont même hyper profit, hyper croissance, Startup Nation by design. Et hyper profit n'est pas forcément incompatible avec la RSE. L'hyper profit, non. Mais en fait, il faut comprendre où est la valeur, où sont les valeurs. Où est la valeur avec un V majuscule. Et c'est pas seulement, dans mon livre, je développe un concept de soft profit, qui est en fait, bien sûr, il y a le profit, donc vraiment l'argent. Et autour de ça, il y a tout un tas de choses dans une entreprise. Il y a l'idée de faire vivre un collectif, il y a l'idée d'apporter de l'empowerment à des catégories de population, il y a l'idée de procurer des services, des outils, enfin, il y a plein d'autres concepts et plein d'autres idées que l'argent au sens strict. Donc moi, je suis pas anticapitaliste et je pense pas que la RSE soit incompatible avec le profit. Par contre, je pense que l'hypercroissance, l'hyperprofit et les capitaux très ouverts à plein d'investisseurs très assoiffés de ça est pas forcément toujours compatible. Et il faut regarder quand même quelque chose, c'est que les performances écologiques ne vont pas sans les performances sociales et de gouvernance. Et en fait, dans le CAC 40, il y a une femme patronne et dans le Next 40, il y a aussi une femme patronne. Donc, c'est sur ce plan-là où on est bien d'accord, il faut que ça progresse. Voilà, donc certaines startups sont RSE by design et je vais dire c'est vraiment un enjeu de gouvernance. Quand elles ont encore les mains libres et le pouvoir sur leurs entreprises, oui, nous on a des boîtes qui viennent nous voir et qui me disent voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, c'est vraiment génial, je vais bientôt revendre, mais moi je serais pas fière si je revends juste un objet financier. Je serais fière si je revends une contribution au monde. Donc ça, oui. Après, quand il y a de l'hypercroissance un peu internationale, un peu ouverture de capital moins. Je voyais un baromètre intéressant qui a été publié par le MoveJ cette semaine. 42% des étudiants et des lycéens professionnels envisagent de créer une entreprise. Parmi eux, 70% pensent sauter le pas avant 30 ans. Et pour 79% d'entre eux, la création d'entreprise est un moyen efficace pour les jeunes de changer l'économie. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, c'est le choix que j'ai fait personnellement, donc je suis forcément d'accord. Et ensuite, je pense que oui, c'est un moyen de changer l'économie et c'est un moyen de choisir sa vie. Et ça, typiquement, dans les soft profits dont on parlait, c'est fondamental. C'est de se dire, est-ce que j'ai envie de travailler tous les jours ? Est-ce que j'ai envie de travailler un peu quand je veux ? Et finalement, peut-être qu'on a intérêt à devenir tous un peu des super freelances, dans le sens où avoir son autonomie, choisir sa vie, décider de ce qu'on a envie de faire, c'est le plus gros gage de soft profit qu'on puisse trouver, je pense. Donc je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une autre étude du REFED qui a interrogé 350 000 étudiants, donc c'est énorme, qui dit que 75% des étudiants aujourd'hui refuseront les contrats dans les entreprises qu'ils considèrent comme polluantes. Et ça, je pense que c'est un indicateur fondamental pour les grands groupes qui sont en train de commencer à se transformer, qui sont en train de commencer à comprendre, d'aller vite, parce qu'à un moment, ils vont avoir besoin de renouveler leur talent et ils vont avoir du mal à y arriver. Merci beaucoup, Flora Gabrielli. Je rappelle votre livre « Ma génération va changer le monde ». C'est aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.